Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière émission de la saison d'entrée des artistes. Beaucoup de nos chroniqueurs sont là. Alexiane, bonjour. Bonjour. Adeline, bonjour. Marie-Caroline, bonjour. Bonjour Nadir. Roxane, bonjour. Bonjour. Zach, seul homme de l'équipe, encore une fois, bonjour. Salutations. Et nous terminons la saison avec une invitée, je peux dire qu'une invitée de marque. En plus d'être une excellente comédienne, pour moi et je pense pour tout le monde autour de la table, c'est une grande dame. Andrea Bescon, bonjour. Salut Nadir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. En plus, pour être la dernière invitée de notre saison, ça nous fait extrêmement plaisir à tous. C'est un honneur, franchement. Même pour nous, en tout cas. Nous, c'est un honneur que tu sois là autour de notre table et tu viens pour parler des Chatouilles, le spectacle qui fête cette année ses 10 ans. Ouais. Ça fait 10 ans que le spectacle existe. Et je crois que c'est un spectacle qu'on a tous vu et qui en a touché beaucoup d'entre nous. On en parlera dans les détails vraiment tout à l'heure. Parce qu'en plus, cette année, tu repars à Avignon avec les Chatouilles. Donc, tu fêtes ces 10 ans, on va dire, en grande pompe. Ouais, là où je l'ai créé. Voilà, au Théâtre du Chêne. On peut le dire, au Théâtre du Chêne Noir. Avant d'entrer dans les détails sur toi et sur ton spectacle, on va commencer par une petite chronique puisque l'une de nos chroniqueuses avait une soirée très éclectique en début de semaine. En début de semaine. N'est-ce pas, Roxane ? Lundi donc. Mais je vais commencer par parler d'une série évidemment avant de parler de ma soirée. Je ne vais pas tout le temps faire des chroniques sur mes soirées alcoolisées. Bref. C'est vrai que tu nous avais beaucoup énervé quand Madame était à Cannes pendant qu'on était sous la pluie. Enfin bon. Alors, toi tu vas à Avignon, moi non. Voilà, chacun a ses festivals. Alors, aujourd'hui et pour terminer cette saison de radio, de cinéma et de séries, je vais vous parler d'une série qui m'a particulièrement émue cette année et pour cause. En plus d'être un petit bijou ovni de série, elle a eu pour effet de balancer un véritable tsunami de MeToo français et il était temps. 10 ans après les États-Unis, la France se réveillait se réveillait comme un bon lendemain de cuite à boire de la gentiane dans le bar le plus miteux de la porte de Clignancourt. Je dirais que c'est une série nécessaire, mais attention, j'emploie ce mot dans tous les sens du terme, nécessaire pour ouvrir les yeux sur la pédophilie, le harcèlement et les violences sexuelles, depuis trop longtemps banalisées dans le cinéma, mais aussi nécessaire dans ses choix artistiques de réalisation. Je parle bien sûr de la série de Judith Godrèche, Icon of French Cinema. Mini-série télévisée de 6 épisodes, toujours disponible sur Arte, qui, je vous le rappelle, ne vous demande pas d'abonnement, une chaîne de qualité et gratuite. Profitons-en, ce sera bientôt un objet bien rare, voire indisponible. Bref, la série, écrite par Judith Godrèche, dans laquelle on retrouve d'ailleurs sa fille Tess, qui joue son propre rôle, raconte le retour à Paris après des années passées à Los Angeles d'une actrice jadis célèbre et qui veut faire son comeback dans le cinéma français. Ne vous bloquez pas sur le ton un peu théâtral qui peut passer pour désuet de la série, car c'est aussi ce qui fait partie de son charme. Icon of French Cinema reflète complètement la personnalité de Judith Godrèche. C'est drôle, c'est imprévisible, parfois lunaire, et j'ai adoré ce ton léger qui n'habite plus ni les séries et qui devient rare dans les films. On entre dans la série avec Judith Godrèche, en actrice dépassée qui n'a plus les codes. Sauf que petit à petit, alors qu'elle rentre en France et qu'elle se fait éjecter sans plus d'explication du film français pour lequel elle avait passé le casting, qu'elle se retrouve déguisée en écureuil pour une émission de télé populaire, ce qui donnera lieu à cette réplique que j'ai trouvée hilarante. Imaginez Judith Godrèche est en date avec un amour de jeunesse, dont la culture cinématographique se résume à Pamela Anderson, et Judith, qui cherche désespérément à être aimée, lui sort « Non mais je sais que j'ai grossi, mais c'est parce que récemment j'ai dû interpréter un personnage qui mange beaucoup de noisettes. Oh. » Cependant, entre ces moments présents, Judith se souvient, et elle se souvient de ses débuts, de son premier film où elle a 14 ans et le réalisateur 40, de ce moment de bascule où personne ne protège l'enfant, où tout le monde ferme les yeux et où l'enfant qui veut être jeune fille se retrouve la poupée d'un homme âgé. La légèreté du présent et de la façon d'être de Judith dans ce personnage un peu naïf, presque sainte-nitouche, est contrebalancée par la violence de la perte de l'innocence, de la violence des hommes qui agressent et des femmes qui ferment les yeux. Et c'est encore pire ou encore plus courageux d'aborder son histoire personnelle avec autant de dentelle, mélange de monstruosité et de drôlerie de la vie. On ne sort pas indemne de la série et clairement, elle nous invite à ouvrir les yeux et à parler. Pour rappel, Judith Godrèche n'avait pas parlé avant la promotion de cette série. C'est en faisant la promotion de plateau en plateau, en redécouvrant des images d'archives, en parlant, qu'elle a enfin mis des mots sur ce qu'elle avait subi et porté plainte contre son tortionnaire Benoît Jacot.
Alors, donc, je fais une petite parenthèse, car lundi, j'étais à la soirée annuelle de la SACD, Société des auteurs, compositeurs dramatiques. La SACD, c'est ce qui nous protège, nous, auteurs, qui revendiquent nos droits, nous aide juridiquement, bref, vous l'aurez compris, un asile. Eh bien, ils remettaient plusieurs prix, et c'est à Judith Godrèche qu'ils ont donné le prix Nouveau Talent Télévision, et je vais me permettre de les citer dans le petit cahier qu'ils ont fait. Ils ont adressé ce message à Judith Godrèche. Ils ont dit « Boris Vian a dit « L'humour est la politesse du désespoir ». L'univers de Judith Godrèche, c'est cela. Drame et fantaisie sont sa marque de fabrique. Elle dit s'être lancée dans cette aventure si personnelle pour protéger sa fille qui commence une carrière de comédienne. La lecture du livre de Vanessa Springora, Le consentement, lui a ouvert les portes de la liberté d'expression, sans peur, sans tabou. Une guerrière se cache derrière son sourire magnifique. Scénariste, réalisatrice et actrice de sa série, Judith Godrèche nous a surpris et ravis. Elle mérite amplement ce prix du Nouveau Talent Talent Télévision. Donc je la félicite à mon tour. Et je vais terminer cette chronique en rappelant que lorsque les extrêmes arrivent au pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est de détruire la culture, l'art. Car si l'art est détruit à chaque fois, les autodafés d'Hitler, les massacres d'intellectuels par les Khmers rouges ou les destructions de l'art mésopotamien par les islamistes, c'est tout simplement qu'en déclassant, en détruisant plus, ou même en déclassant et détruisant plus subtilement, mesquinement et en qualifiant d'inutile et de cher en avançant des faux chiffres, comme l'a fait une blonde d'extrême droite dont je ne me permettrai pas de citer le nom parce qu'il m'écorche la bouche, c'est parce que l'art fait peur, l'art questionne, l'art remet en question, l'art donne la possibilité de communiquer avec l'autre et de rêver et donc de s'émanciper en tant qu'être. Et il est dur d'enchaîner ceux qui savent rêver. Bravo Roxane, une chronique très très forte pour j'ai même pas les mots pour démarrer cette. C'est une très bonne série, je vous la conseille. Ah oui, paraît-il. Ouais. Je l'ai pas encore eu, mais ça donne vraiment envie d'aller la voir. Sur Arte, hein. C'est sur Arte, c'est gratuit, c'est 6 épisodes. Mais c'est bien qu'une série comme celle-ci puisse être accessible gratuitement à tout le monde, parce que c'est, comme tu le dis toi-même, c'est drôle dans un sens, mais ça peut être très très intéressant et important. Mais surtout, ça aborde cette thématique qui est extrêmement difficile et ça te prend, mais avec drôlerie oui, ça te prend au trip. C'est assez troublant comme façon de décrire un passé qui est horrible et un présent pas forcément facile non plus. Mais avec drôlerie, parce que la vie est aussi drôle. Donc, oui, voilà. Heureusement d'ailleurs. Andrea, on va revenir sur ton spectacle, donc Les Chatouilles. Je vais résumer parce que tout le monde, depuis 10 ans, a eu la possibilité de voir ce spectacle. Je ne sais pas combien il y a eu de spectateurs qui l'ont vu, soit avec toi, soit avec Déborah Moreau. En gros, c'est l'histoire d'Odette, c'est l'histoire d'une petite fille dont l'enfance a été détruite, on peut dire, à cause d'un ami de la famille qui lui a fait subir ce qui s'appelle justement dans la pièce ces fameuses chatouilles, qui sont des attouchements, voilà, des agressions sexuelles. Et on voit en fait Odette plusieurs années plus tard, à presque 30 ans à peu près, c'est ça. Donc elle travaille dans la danse. D'ailleurs, une performance magnifique sur scène. Quand on te voit danser, c'est absolument sublime et intense. C'est très très beau. Et donc, en fait, on découvre vraiment ce qu'elle a subi par ses propres mots. On découvre ce qui, pour moi, est le plus terrible dans cette pièce, c'est l'indifférence et les yeux fermés de sa mère. Après, ça fait partie du système des violences sexuelles, de la pédocriminalité en règle générale. Il y a le déni, le secret ou la minimisation. Là, elle sait ce qui lui est arrivé, mais bon, elle minimise parce que c'est trop insupportable à admettre. Donc après, moi, je pense qu'il y a un responsable, c'est toujours l'agresseur. C'est le violeur d'enfants. La pédocriminalité, il y a un responsable, c'est le violeur. Derrière la complicité passive dont tu parlais, Roxane, c'est des choses qui sont incluses dans la société, encore et toujours, même si on parle beaucoup de la libération de la parole. Ça fait, je veux dire, on n'a pas attendu ça fait peu de temps. Que moi j'arrive, ou que Godrèche arrive, ou que Springora arrive. Il y avait déjà Eva Thomas qui avait parlé en 86, Christine Angot en 99. Bon, derrière, nous, on est arrivé en 2012. Moi, quand j'ai créé la pièce, quand je l'ai écrite avant... 2012, je l'ai écrite. Personne ne voulait produire ça, tu vois. En 2014, j'ai réussi à la monter à Avignon. Et puis, s'en est suivi Flavie Flamand avec La Consolation. En fait, on est pléthore. C'est ça qui est chiant, en fait. C'est qu'on est pléthore à avoir parlé bien avant, là, aujourd'hui, en 2024, où on s'extasie sur cette libération de la parole, encore une fois, avec la déflagration et compagnie. On nous sort tout le temps des grands termes. Camille Kouchner en 2021...
Voilà, c'est toujours la même chose. Et donc, bon, moi, j'avais envie de la reprendre, la pièce, parce que je l'ai beaucoup jouée dans un état vraiment de fatigue et parce que, justement, j'étais vraiment aux prémices de cette libération de la parole et qu'en fait, quand j'ai commencé à en parler, personne n'en parlait clairement. Et que je me suis pris un tsunami de témoignages. Et quand c'est devenu un film, il y a eu un tsunami encore plus de témoignages. Et en fait, moi, je n'étais pas vraiment prête à prendre ça dans la figure. Et d'abord parce que justement, j'avais mon propre trauma que j'ai réglé, sur lequel je travaille. Quand on travaille de façon, quand on a été violé dans l'enfance, on y travaille toute sa vie. Hein. Mais voilà, ouais, ça a été un décryptage en fait, des conséquences post-traumatiques. Et la danse, ça a permis, la danse et l'humour, dans les chatouilles ont permis justement de pouvoir rendre le discours audible et de permettre aux personnes de s'identifier sans pour autant complètement déprimer à l'issue du spectacle ou du film après, quoi. Oui, parce qu'il y a beaucoup de moments d'humour dans un thème qui est assez ouais. dramatique. Les cours de danse sont absolument hilarants, même ce qu'elle vit en tant que danseuse, les petits cachets qu'elle essaie de rattraper à droite, de récupérer à droite et à gauche. C'est vrai que ce sont des petits moments drôles du spectacle et qui permet d'être autant touché par l'humour que par la tristesse. Parce que je pense que moi la première fois que j'ai vu le spectacle, c'était au Théâtre Antoine, je crois en 2019, j'en suis ressorti clairement, vous donnerez votre avis tous, les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux, je me suis levé pour applaudir ta performance. Je crois qu'à l'époque, c'était une de tes dernières représentations avant 2019, que Déborah Moreau reprenne le rôle. Mais moi, j'en suis ressorti vraiment avec les larmes aux yeux. Et comme tout le monde, j'étais debout pour applaudir. Et parce que l'histoire, l'écriture et même la manière dont ça a été transmis au public par la mise en scène, par l'investissement même corporel, on peut se prendre que des claques en pleine tronche. En fait, c'est une claque, c'est une grosse claque, mais je pense, on peut dire même c'est une claque salutaire. Ouais, là, je le ressens de plus en plus. Hein, là, en le reprenant le spectacle 10 ans après, je te dis, je l'ai joué pendant 5 ans, j'ai joué 400 fois. Débo a dû le jouer 200 fois au moins. Donc c'est un spectacle qui a bien tourné. On a fait tout. Hein. On a fait des grosses scènes comme le Châtelet ou comme on a fait la salle des fêtes. D'un petit bled. Voilà, le but est vraiment de parcourir l'espace public et les territoires pour justement que le message soit audible pour tout le monde et dans n'importe quel lieu. Mais il y a 5 ans, quand j'ai terminé, je ressentais encore beaucoup de souffrance et le secret des gens, et les gens venaient me voir un petit peu... tu vois, après le spectacle, moi j'ai toujours plein de gens qui attendent pour discuter, pour parler, pour livrer leurs témoignages. Mais ils faisaient ça un peu discrètement. Aujourd'hui, c'est vrai que là, au Théâtre de l'Atelier, j'ai fait 17 dates. J'ai toujours un truc, quand je salue, je lève le poing en l'air. Et tu sens que, tu vois, toutes les personnes qui ont été violées lèvent le poing en l'air. Il n'y a plus la honte qu'il y avait avant et l'espèce de discrétion, en fait, autour de toujours vouloir préserver les gens autour de nous. Ça rend toujours mal à l'aise, les gens, quand on parle de viol, surtout de viol dans l'enfance. Moi, j'avais 9 ans, donc forcément, quand je dis oui, je t'ai violée à 9 ans, les gens, c'est compliqué pour eux. Mais quand même de moins en moins. Et ça permet d'entendre des ouais, moi aussi. Et puis, j'en ai pas encore parlé à ma famille, mais où ça vient de ma famille, etc. Donc, parce qu'il y a inceste, il y a pédocriminalité, il y a tous ces mécanismes-là qu'on continue à décrypter au fur et à mesure. Et voilà, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir la force qui se décuple au sein des victimes. Et c'est en ça que la libération de la parole est salutaire, mais elle n'est pas suffisante. Nous, moi, ça fait 10 ans que je traîne là-dedans. C'est vrai que je suis fatiguée de voir qu'il n'y a pas d'action, qu'il y a beaucoup de communication autour du sujet, énormément de communication, des papiers, les médias s'y collent, c'est super, mais par contre au niveau politique c'est le néant total. Ah oui, malheureusement. Et puis là ils avaient lancé des investigations, etc., où on a pu avoir Stéphane Gaillard, Judith Godrèche qui ont parlé, et puis avec la dissolution de l'Assemblée tout a été reporté. Mais même je te le dis, ça n'aurait servi à rien. Regarde la Civise. En 2021, ils ont lancé la Civise. On savait très bien que... j'en étais sûre. Moi, j'étais très critiquée pour avoir dit encore une enquête. Il y a un moment, on peut libérer l'action, justement. Libération de la parole, ça ira. On va continuer à libérer la parole, bien entendu. Tout le monde a besoin de son temps pour libérer et parler des traumas qu'il a subis ou qu'il ou elle a subis. Mais les enquêtes... On connaît le mécanisme de l'inceste, on connaît le mécanisme de la pédocriminalité. La prévention aurait dû être mise en place depuis des années et des années, tout comme l'accompagnement, tout comme beaucoup plus de budget autour de la justice. Et ça n'a pas été fait puisque c'est vachement plus facile et ça coûte rien
de mettre en place des enquêtes. Donc que ce soit la Civis, alors bien sûr la Civis ça a été quand même quelque chose de bien pour plein de personnes qui ont pu témoigner, et encore ça n'a pas toujours été fait dans les meilleures conditions, mais encore une fois ce sont des dossiers qui ont été foutus à la poubelle. Et donc pareil, ça a été pareil, et moi quand il y a eu l'histoire de l'enquête mise en place justement par la gauche et suivie par le gouvernement sur l'histoire du cinéma, j'étais une des seules à dire ouais, c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours des enquêtes, et puis au final, vous verrez, ça va aller à la poubelle. Bon, là, c'était encore plus tôt que prévu, mais c'est toujours ça, c'est ça qui est compliqué. Dissolution ou pas dissolution. Et on peut dire qu'avec les réseaux sociaux, la parole peut être, ça peut se transmettre beaucoup plus facilement. Parce qu'en dehors de ton spectacle, tu as pris ce choix qui est un choix très, très fort et très audacieux de dénoncer ouvertement toutes les horreurs qui se passent, que ce soit par des célébrités ou par des inconnus, par des personnes absolument pas connues. Autour de la culture. Voilà. De véhiculer ça sur tes réseaux sociaux, et ça a permis d'avoir énormément, de plus en plus, de gens qui se rallient à ce combat pour que toutes ces horreurs puissent être... j'allais pas dire vengées, puisque venger c'est absolument pas le bon terme, mais puissent être jugées comme ça le mériterait. Puis être connues, elles ne sont pas jugées. Malheureusement, la justice, c'est vraiment en dessous de tout. Les budgets concernant la justice au niveau de la pédocriminalité, de l'inceste et les violences sexuelles en règle générale sont vraiment pas à la hauteur du fléau. Donc non, moi, ce que je fais depuis 2 ans, et là je fais une pause parce que je suis vraiment très fatiguée, mais de faire un post noir tous les jours sur les violences systémiques en France. Alors, concernant effectivement quelques célébrités, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est souvent l'arbre qui cache la forêt, c'est plutôt la culture autour du viol et le secret autour du viol, et le fait que chaque jour en France, il y a au moins une affaire. Moi, j'ai au moins, j'ai vraiment l'embarras du choix quand je cherche le matin les articles, et donc je choisis et je synthétise et je fais une forme de pamphlet. Mais c'est chaque jour qu'il y a des défaillances de justice, des viols par dizaines, voire par centaines, et encore quand ça découle, je prends que des affaires qui découlent d'une enquête judiciaire et ou médiatique. Donc imagine le nombre évidemment d'affaires qui ne sont pas connues, qui ne sont pas portées sur le devant médiatique. Donc c'est important de se rendre compte que c'est tout le temps, tous les jours, autour de nous, et que nous sommes tous et toutes touchés de près ou de loin par la culture du viol. Est-ce qu'on peut dire, même si c'est un terme que les gens n'aiment pas, encore une fois, que de ce côté-là, la justice est mal faite ? La justice n'est pas aidée. Alors, il y a une mentalité, certes. Des fois, les affaires viennent en justice, elles sont requalifiées. Des viols sont requalifiés en délit. Donc, un viol, c'est un crime. Il devrait être jugé en cour d'assises. Puis, c'est ramené en délit. Et puis, bien malgré, justement, tous les efforts que nous avons toutes et tous menés par nos témoignages, nos spectacles, nos livres, et puis tous les anonymes et les personnes qui font partie des associations de terrain, que je salue par ailleurs, et qui sauvent beaucoup de gens. Mais malgré ça, tu as des lois qui sont votées, mais des lois qui sont votées sans budget. Donc par exemple, la loi Billon en 2021 ne sert pas à grand-chose, puisque c'est une loi qui a été votée avec 0 €. Donc on va dire, le ministre de la Justice qui à l'époque disait plus jamais un enfant de moins de 15 ans sera violé, et l'auteur du viol ne sera pas jugé en cour d'assises. C'est pas vrai, puisque l'enfant porte plainte, et puis l'affaire est déqualifiée en délit, et puis derrière ça va en correctionnel au lieu de l'assise, puisque ça coûte beaucoup moins cher, et puis le violeur écope d'une peine avec sursis, voire un classement sans suite à 90% des cas. Donc en fait, tout ça, c'est beaucoup de vent, beaucoup de vent autour de la culture du viol et des violences sexuelles. Et j'avoue, moi, cette année, je me dis, tiens, ouais, c'est bon, ça fait 10 ans. Alors, je pense qu'aussi, il y a le symbolique des 10 ans, de 10 ans de militantisme et tout. Je fais un point et je me dis, waouh, c'est chaud, parce que, oui, on a de plus en plus de courage, on affronte nos passés, on affronte cette culture, mais au final, pas grand-chose est fait. Et puis... Et malheureusement, on se fait croire même les personnes qui témoignons et qui faisons des objets artistiques, on se fait croire qu'on bouge les choses, alors que non, pas tout à fait. Il y a toujours autant d'enfants qui sont violés, toujours autant de femmes qui sont violées, toujours autant de féminicides,
toujours autant, en fait. Donc, c'est vachement dur de constater ça. De dire, c'est bien, je fais mon petit spectacle. Oui, you, super. On m'a caressé dans le sens du poil pendant des années en me disant, Andrea, quel courage, je m'en fous, moi, d'avoir du courage. Mais alors, je m'en bats la race. Vraiment, c'est vraiment pas important qu'on vienne me féliciter pour le travail que je mène. Ce que j'aurais voulu, moi, c'est qu'il y ait une vraie action qui en découle. Et ça n'a jamais été le cas, malgré tous les témoignages, quoi. Ouais. Sincèrement, quand j'entends ce que tu dis, Andrea, c'est vrai que c'est très compliqué. On n'a pas les mots. Moi, personnellement, j'ai pas les mots pour décrire vraiment comment est cette société de maintenant où des choses peuvent être classées, des choses aussi gravissimes, des crimes comme cela peuvent être classés sans suite. Pour moi, c'est absolument aberrant et honteux. Il n'y a pas d'autre mot. On va marquer une courte pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. Et on va continuer à parler avec notre cher invité. Et nous sommes de retour, toujours avec notre invité, Andrea Bescon, qui nous parle des 10 ans des Chatouilles qui seront de retour cette année à Avignon, au Théâtre du Chêne Noir, à 14h, je crois. Ouais, c'est ça. À 14h, je ne me trompe pas dans les horaires. Il y a tellement de spectacles à Avignon que c'est compliqué. Alors oui, il y a 1600 spectacles. Pourtant, c'est un spectacle fort comme celui-là. Il ne faut pas oublier les horaires quand même. Marie-Caroline, tu voulais nous parler de quelque chose. Je te laisse le micro. Alors tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience étonnante que j'ai vécue il y a quelques jours à Paris. C'était avec un ami, on se promenait sous un joli ciel gris, bien installé, et on s'est retrouvé devant un groupe de personnes en blouse blanche, assis à des tables. Donc curieux, on s'est rapproché et on nous a expliqué qu'il s'agissait de consultations poétiques. Alors le concept est simple, tu tchatches pendant 20 minutes avec un consultant et il te sort un poème, une danse, une musique liée à l'échange que tu viens d'avoir. En gros, un psy gratos et parfois bien plus efficace. Je vous parlerai rapidement de mon expérience un peu après, mais j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plus longuement la personne qui a fait ma consultation et qui a pu me parler de tout ce concept incroyable. Donc les consultations poétiques, elles ont été créées par Emmanuel de Marcy-Motta dans le cadre du Théâtre de la Ville. Et ça s'est particulièrement développé au moment du Covid, où la troupe de l'imaginaire rassemblait environ une 50aine de personnes, comédiens, comédiennes. Ils appelaient celles et ceux qui s'inscrivaient sur le site du Théâtre de la Ville et ils leur faisaient une consultation. Il faut savoir que ça a créé du travail pendant le confinement à certains comédiens et comédiennes, et ça, c'est assez du génie quand même. Plus concrètement, les comédiens et comédiennes portent donc cette blouse blanche dont j'ai parlé, car ils sont des médecins de l'âme. C'est un poète portugais, Fernando Pessoa, je cite, « La poésie peut guérir tous les maux, M-A-U-X ». Donc cette blouse blanche a tout son sens, et comme me dit Catherine, ça permet aussi de mettre une distance comme un costume. La seule véritable règle qui existe au sein des consultations est de démarrer par la question « Comment ça va ?», puis le reste est complètement libre. Des conversations intimes s'ensuivent, parfois drôles, parfois difficiles, mais en tout cas toujours émouvantes. Et enfin, un ou plusieurs poèmes viennent conclure la consultation. Catherine m'a parlé de rencontres riches et de moments souvent très intenses. Les consultations se passent parfois dans Paris, dans les rues, mais aussi dans des parcs, dans des écoles, dans des hôpitaux et même des prisons. Et Catherine m'a parlé d'une consultation qui l'a particulièrement bouleversée, où elle a véritablement senti que la poésie avait donné du courage et du sens à une personne qui était dans une situation de vie très délicate. Et la consultation a fait une sorte de déclic et lui a donné l'envie et le courage d'avancer. Et quand elle m'en a parlé, je vous avoue que j'en ai eu des frissons. Bref, aujourd'hui, les consultations poétiques prennent une très belle ampleur à l'international et parfois, aux quatre coins du monde, des consultations se passent en même temps. Chacun arrive avec sa bible de poèmes et l'aventure démarre. Pour conclure, je vais rapidement vous parler de mon expérience personnelle. J'ai vécu un moment extrêmement riche et puissant. J'ai été émue aussi. J'ai parlé du deuil, d'espoir, d'envie. Avec Catherine, nous avons donc échangé pendant une 20aine de minutes. Elle était simple, douce, à l'écoute, mais aussi à me raconter des anecdotes de vie personnelle et des consultations qu'elle a pu vivre. Un échange donc. Très vite, j'ai été à l'aise et j'ai pu apprécier le moment comme un véritable cadeau. Je ne vais pas vous parler en détail de ce que nous nous sommes dit, mais je vais vous lire un extrait du poème qui a conclu cette parenthèse enchantée. C'est un poème d'Abdelatif Labi. Allons, poésie n'est pas prophétie. Au départ, c'est juste une façon d'accorder les instruments de l'âme, de taquiner les cordes du mystère, de laisser entendre tel frôlement, tel balbutiement, telle tombée de rosée au cœur de la désolation, telle saute de vent messager de l'éveil, de laisser soupçonner telle ligne de fuite et de travail, telles épousailles souterraines, telle résurgence de facultés en déshérence, l'arbre de l'intime perception s'est élevé, étendu, ramifié,
au point d'épouser entièrement ta vie. C'est le moment ou jamais de ramasser les dés et de nous la rejouer, cette vie. Waouh, très joli. C'est très très beau. Merci beaucoup, Marie-Caroline. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je sais pas. Est-ce que c'est la dernière et c'est pas. Est-ce que c'est parce que. Mais c'est ça. Non, mais on a besoin de dire que l'art est utile. Que là, je suis un petit peu muet, moi, pour le coup. D'habitude, j'ai une grande gueule là. Pour le coup, Et c'est parce qu'on a besoin de dire qu'on est utile. C'est important. Bien sûr, de dire que il faut le dire. Mais bien sûr qu'il faut le dire. C'est très très important. Et je crois que ça peut faire une très belle transition avec Zach, mais bien sûr. Qui a un très beau poème. Alors, comment Marie-Caroline te sauve, là, Nadia? Oui, non, mais alors là, mais Marie-Caroline me sauve toujours. Alors, Zach, je te laisse le micro et je pense que Andrea va être très à l'écoute de ce que tu vas dire. Je sais pas. Je vais essayer moi-même d'être à l'écoute et de gérer mon intimidation. Bon, je connaissais la renommée de votre spectacle, j'en ai longtemps entendu moult éloges et combien vous avez aidé des gens que j'aimais. J'ai eu la chance de vous voir enfin sur scène au Théâtre de l'Atelier, emmené par ma très douce Gabrielle, et j'ai été bouleversé de toutes les manières possibles. Gabrielle aussi, mais Gabrielle est bouleversante de base. Je ne savais pas vraiment quoi dire de plus que tout ce qui a été dit sur les chatouilles, et bien au-delà des luttes et des combats que vous menez admirablement. J'ai ressenti très très fort la puissance de l'enfance via le jeu, l'écriture et la danse. Alors j'ai voulu moi aussi me reconnecter avec l'enfant de 8 ans que j'étais et qui aurait adoré être dans votre classe. Andrea, je sais que c'est la rentrée et qu'on ne se connaît pas encore, mais tout à l'heure tu m'as demandé de te prêter mon effaceur. Et moi j'ai dit je ne sais pas s'il marche encore, et tu m'as répondu je vais essayer de tout mon cœur. T'as trop un humour qui me fait rire, je trouve. Il paraît que tu danses des fois. C'est Mika qui me l'a dit. Enfin non, c'est pas Mika qui me l'a dit. Je t'ai vu dans la course cet après-midi. Et je me suis dit que j'avais envie que tu sois mon ami. Parce que j'ai vu le temps s'arrêter quand t'as souri. T'as des yeux beaux qui rendent l'océan moins beau. Alors peut-être que si un jour on va à la plage ensemble, l'océan il sera jaloux. Et du coup ça va créer des tempêtes. Et après, ça tremble. L'école elle est inondée. Et les cours sont annulés. Et bonjour la fête, quoi. Comme ça, viens, on les provoque, nous, les ouragans. Juste pour leur montrer qu'on n'est pas des enfants. Pas juste des enfants. Et qu'on ne va pas devenir comme jamais. Parce que ce serait la honte. Parce que plutôt crever. Parce que les belles histoires, ça se raconte. Et ça ne se fait pas que de rêver. Ou alors, j'ai pensé aussi, on peut construire un méga lance-pierre. Écoute bien. Sauf qu'au lieu des pierres, on met des bonbons périmés. Et on les envoie dans la bouche des adultes qui font rien que crier oui, gna gna gna, hop, bonbon périmé dans ta bouche. Et après, on verra bien qui verra des verrues quand il va pas bien. Bon, je sais, ça se dit pas, mais sinon ça rimait pas. D'ailleurs, viens, on les fait comme on veut, les mots. Viens, on les effraie, les vieux, comme on le vaut. Et dis, viens, on va mettre des grosses claques à tous ceux qui veulent faire des chatouilles. J'ai 2 plans. Soit on les igouille, soit on les enferme dans un train fantôme où il n'y a que des miroirs. Comme ça, ils vont avoir peur de leurs propres fantômes. Et nous, on sort du placard, on déboule sur eux sans crier gare. Je m'égare. Enfin voilà, c'était juste pour te dire que tu as un ami si tu veux. Et sinon, si tu veux pas, c'est pas grave. Je continuerai de te prêter mon effaceur si tu en as besoin. Même s'il y a des trucs qu'on ne peut pas effacer, même si ça marche pas, je serai content de pouvoir t'aider à le faire quand même. Ah, merci. C'est une émission émotion, les gars. C'est absolument magnifique, ça. Merci énormément. Puis j'oubliais souvent mes stylos, donc vraiment Alors, Nadir ne sait plus quoi dire, là, il a perdu son micro. On va se remettre en faisant la dernière pause musicale et on va terminer. On va terminer cette émission, mais là Allez, la grosse claque dans la gueule. Tout de suite. Ce sont les dernières minutes de l'émission avec toujours notre majestueuse, magistrale, j'ai pas d'autre mot, invitée qui est Andrea Bescon, parce que voilà, en dehors de ce spectacle, c'est un combat absolument magnifique qu'elle défend chaque jour sur ses réseaux sociaux et je peux juste dire que je suis fier. Moi, donc déjà, je suis fier d'avoir eu tous ces chroniqueurs pendant ces 2 mois d'émission avec moi, mais je pouvais être que fier, heureux et honoré de terminer cette saison avec toi. Franchement, ça me touche du fond du cœur parce que
Ça a été le premier spectacle qui m'a fait sortir d'un théâtre les larmes aux yeux 2 fois, même quand j'y suis retourné au théâtre de l'Atelier. Et je le dis ouvertement parce que les chroniqueurs le savent, quand je me suis dit, je veux terminer cette année en beauté, est-ce qu'il serait possible d'avoir comme invité Andrea Bescon? J'ai dit, pourquoi elle viendrait chez moi? Pourquoi elle viendrait chez vous? Pourquoi pas? Et quand on m'a dit, mais il n'y a aucun problème, là, j'ai dit, putain, c'est pas possible, on va avoir... Parce que voilà, c'est en dehors d'être une excellente autrice, une excellente comédienne, une performeuse absolument extraordinaire, pour moi, et je pense comme beaucoup de gens autour de cette table, tu fais partie de ces grandes dames qui permettent que les choses puissent évoluer par tes propres moyens, par tes propres mots. Et pour moi, c'est plus qu'un honneur de t'avoir autour de cette table, et encore plus pour finir la saison. Et comme moi, je n'ai pas la même plume que Zach, je ne sais le dire que comme ça, et je tenais à te le dire du fond du cœur. Donc, comme vous l'avez compris, ce sont les dernières minutes de l'émission de la saison. Merci beaucoup, Andrea, d'avoir accepté cette invitation. Merci à tous mes chroniqueurs. Mais comme je suis quelqu'un qui est un petit peu chiant, et vu qu'on est dans le petit moment d'émotion, je ne suis pas venu les mains vides. Donc, je voulais vous faire un petit cadeau à chacun. Voilà, Andrea sait ce que c'est parce que je lui en ai parlé. Je lui ai dit, Andrea, ce que c'est. Il est chou. Voilà. Donc, tiens, il est surprenant. Roxane. Oh là là, mais j'adore. Oui, non, mais MC, vas-y, prends-le, c'est pas grave. Alors, c'est pas très radiophonique, donc je vous décris, mais Nadir nous donne une pochette rouge brillante pour 3 et Alexiane pour vous. Allez-y, vous pouvez l'ouvrir, ce petit cadeau. Je décris, parce que... Ouais, tu décris. Donc, on est en train d'ouvrir, parce que... Andrea sait ce que c'est comme cadeau, puisque j'en ai parlé avant le début de l'émission, et je pense que ça va tous vous toucher également. Ah, j'adore. Voilà. Alors pour les merci, auditeurs, on a eu le livre Les Chatouilles d'Andrea Bescon. Voilà. Et on espère bien qu'elle va tous nous les dédicacer. Oui, là elle est obligée parce qu'on l'a dit à la radio. Voilà, c'est un petit cadeau pour finir cette année en beauté, parce que je savais pas comment vous remercier tous de m'avoir fait confiance il y a peut-être 2 mois et demi quand je vous ai appelé. Est-ce que vous voulez faire cette émission avec moi? Vous avez tous dit oui, vous n'avez pas réfléchi. Ah ouais, comme quoi, il y en a qui sont assez cinglés comme moi. Donc, je voulais vous remercier en rendant un hommage aussi à Andrea avec ce texte. Je n'avais pas trouvé de meilleur cadeau, en tout cas pour moi. Merci Écoute, Nadir. Nadir, en tant que chroniqueur, moi j'ai passé 2 mois excellents. Je me suis bien marrée avec tous et c'était génial. Donc, mais on doit terminer l'émission. Très rigolo. Ouais, merci. Oui, il y a eu des moments très touchants. Donc, on termine cette saison. Merci à tous de nous avoir suivis. Et allez voter. Oui. Faites le bon choix. Allez voter, s'il vous plaît. cet été au mois de juillet. Merci à tous les invités qui sont venus ces 2 mois, qui nous ont fait vivre de très très beaux moments. Merci encore d'être avec nous, Andrea. On se retrouve avec certains à Avignon cet été pour des émissions spéciales. Et normalement, je dis bien normalement, on se retrouvera tous ensemble avec des petits nouveaux à la rentrée de septembre. Voilà. On vous embrasse tous et on vous souhaite une agréable journée et surtout prenez soin de vous. Et comme le disait si bien Andrea, allez voter au mois de juillet, même si vous êtes à Avignon. Bonne journée à tous.